Et donc aujourd'hui, c'est un cycle Beatles où nous allons revenir sur les films tournés par les Beatles, mais aussi les films qui sont un peu périphériques de l'histoire des Beatles, jusqu'à des biopics aussi. Et nous recevrons au cours de ce cycle Beatles Alain Cardon, qui est le créateur du Beatles Day. On va parler de quoi durant tout ce cycle Beatles? On va parler de tout. On va parler des films des Beatles déjà, des quelques films que Ringo a tournés. Donc il y a The Magic Christian et il y a Blind Man. On va aussi faire des petites parenthèses sur les carrières des Beatles, des gens qui ont travaillé sur leurs films, notamment le réalisateur Richard Lester. Et on va aussi beaucoup parler des films qui ont des rapports avec les Beatles, que ce soit des biopics ou des films qui ont un rapport de loin, de près ou de loin aux Beatles. Et évidemment, puisque c'est toujours d'actualité, puisqu'on peut toujours, je crois, voir la série, on va parler de Get Back, tout à fait, qui est la série de Peter Jackson. Montée par Peter Jackson, qui est en fait un... Comment on peut dire ça? Il a développé le film qui était déjà présent, puisque ça s'appelait Let It Be. Et on oublie toujours qu'il y a eu un film avant qui s'appelait Let It Be, réalisé par Michael Lindsay Hogg. Let it beat, let it beat, let it beat. Donc on a fait un peu le tour et à mon avis maintenant on va laisser la parole à notre invité que tu vas recevoir dans quelques instants, Alain Cardon. Oui, voici monsieur Alain Cardon. Nous recevons aujourd'hui Alain Cardon, qui est président du Beatles Day. Alors bonjour Alain. D'où est venu ton premier contact, même si ça remonte à ton enfance, avec les Beatles? Ça s'est passé comment? Bêtement à la radio, c'était en 1964, donc j'avais 13 ans, et puis j'écoutais le hit parade, c'était la radio Luxembourg à l'époque. Mes parents avaient un vieux transistor. Forcément pour l'époque il était nouveau, mais la vieille boîte de transistor orange, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis j'écoutais les hit parades comme ça, et puis un jour je les ai entendus, et ça a été le flash immédiatement. Hein. J'ai aimé directement, ça m'a bouleversé, ça m'a frappé. Et j'écoutais tous les jours le hit parade, et je devais attendre la fin parce que comme ils étaient toujours premiers, pour entendre la chanson favorite à l'époque, voilà quoi. Oui, j'imagine que, dans les documentaires, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'à cette époque-là, pour les jeunes, il n'y avait pas comme aujourd'hui, par exemple Internet ou des chaînes spécialisées pour la musique. Il fallait vraiment être présent au bon moment, parce que c'était une fois par semaine où il y avait votre émission musicale, et si vous la ratiez, c'était tant pis, quoi. Ah oui, Et à la télé, on oublie, parce qu'il n'y avait qu'une ou deux chaînes, et j'imagine que c'était assez rare qu'on les voyait à la télé, quoi. Et j'imagine aussi que l'effet de surprise a été pour tout le monde lors du film Help, où je pense que c'est vraiment la première fois à l'époque où on pouvait voir les Beatles en couleur. En couleur, oui. Avant, c'était les reportages en noir et blanc qui passaient au journal parlé, très peu en Belgique, mais il y avait quand même de temps en temps un petit reportage, parce que les Beatles ont évidemment fait parler d'eux très vite. En 64-65, c'était la période de la Beatlemania, en plein dans la Beatlemania, donc quand il y avait un fait qui était marquant, ils ne sont jamais venus en Belgique, mais enfin bon, les reportages aux autres chaînes françaises notamment montraient les Beatles de temps en temps, puisqu'ils ont été à Paris 2 années de suite. Donc c'était un événement, et la première fois qu'on a vu les Beatles en couleur, effectivement, c'est dans le film Help, qui était tourné en 65, donc là... C'est le film qui a suivi un autre film, Hard Day's Night, qui était une journée avec les Beatles entièrement. Donc, même pendant 48 heures, les caméras de Lester ont suivi les Beatles qui se rendaient à une séance d'enregistrement. Et donc, depuis le matin jusqu'au soir, Lester a suivi les Beatles. Bon, c'était un peu romancé, mais c'est quand même fortement la réalité d'une journée
que les Beatles vivaient à l'époque, c'était assez fou. La Beatlemania était naissée. Puis au fur et à mesure des semaines qui ont passé, la Beatlemania a pris évidemment de l'ampleur. Puis c'était l'Amérique, alors là c'était l'explosion mondiale. Donc pour en revenir au film Help, oui, c'est vrai que c'était le premier film en couleur et on découvrait les Beatles sous un autre angle. Il y avait déjà une progression cinématographique par rapport au premier film réalisé. Donc il y avait un scénario qui est un peu loufoque, mais le budget aussi était un peu plus... Le budget était plus grand, oui, que pour le premier film. C'est de nouveau Richard Lester qui était derrière le projet, qui a réalisé le film. Et donc là, oui, on a vu la vraie dimension des Beatles à ce moment-là. Il y avait la couleur, mais il y avait aussi les chansons, il y avait les gags, il y avait l'esprit british qui était là, l'humour anglais qui était là tout le long. C'était une parodie d'un film de James Bond, en fait, et donc on retrouvait les ingrédients des films de James Bond. Donc il y avait une intrigue policière, il y avait des savants fous, il y avait toute une histoire, quoi. C'était mieux construit comme un film. Et revenons un peu entre les Beatles et la Belgique. Ben, contrairement aux Rolling Stones, qui sont donc, durant la période 60s passés en Belgique, je pense la première fois en 66 à Schaerbeek, je pense, si je ne me trompe pas, les Beatles ne sont jamais passés en Belgique. Pouvez-vous nous dire, enfin, savez-vous peut-être nous dire pourquoi? C'est vrai qu'ils ne sont jamais venus en Belgique. McCartney viendra par après, Ringo Starr aussi. Mais les Beatles, non. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Peut-être parce que il n'y a pas de salle qui correspondait à leurs besoins, parce que c'était quand même un phénomène. Les Stones étaient moins... c'est un autre aspect de la musique. Bon. Mais les Beatles, eux, attiraient une foule énorme. Et il fallait évidemment une salle adéquate. Et je pense qu'il n'y en avait pas en Belgique. Il y a des salles en Belgique, mais pas suffisantes. Il faudra attendre Forêt Nationale pour avoir vraiment, à cette époque-là, une salle adéquate pour accueillir des grands groupes. À mon avis, oui, ça doit être la raison. Je pense que c'est la seule raison. Et pour en revenir à la période Yeback, est-ce que dans votre adolescence, vous aviez senti ça? Est-ce qu'on sentait ça via les médias, la télé, qu'il y avait un problème avec le groupe? Ou bien est-ce que ça a été une surprise pour vous d'apprendre en 1970 qu'ils allaient se séparer? Oui, il y avait, au bout d'un moment, ils sont ensemble depuis 1957, pour certains, 1957, donc il y a eu une certaine lassitude, et puis il y avait des hauts et des bas, il y a eu tellement d'activités dans ce groupe-là pendant un laps de temps très court, que fatalement, à un moment donné, il y a des choses qui n'allaient plus dans le groupe. Ça se remettait, ils se remettaient devant les micros, ils se remettaient dans le studio, ils reprenaient les guitares et les instruments, et puis ça continuait, ça recommençait, parce qu'il y avait une réelle envie de créer, et toujours de créer, puis à un moment donné, ils sont arrivés à saturation. Et en 70, je pense qu'il y a eu cet aspect de saturation qui était vraiment latent depuis un moment, qui a éclaté. Et puis, ils avaient d'autres ambitions, ils avaient d'autres projets, chacun personnellement. McCartney avait ses projets, Lennon aussi, Harrison ne s'entendait déjà plus très bien. Il y a Ringo Starr qui voyageait un peu entre tout le monde et qui a toujours été le ciment pour les trois autres. Et c'est lui qui a scellé les Beatles, en fait, avec... il avait moins de talent, moins de savoir-faire, mais c'était quelqu'un qui était indispensable au groupe. Donc, surpris, oui, à moitié surpris, oui, parce qu'on en parlait aussi dans les journaux. Il y avait des articles, chaque fois qu'il y avait un élément qui pouvait alimenter cette polémique, on en faisait des tonnes dans les journaux, donc oui. Mais déjà, à partir des documents qu'on peut voir, notamment dans l'anthologie, les médias commençaient déjà à se poser des questions à partir du moment qu'ils ont arrêté les tournées, parce qu'on voit
pendant les enregistrements de Sgt. Pepper, il y a des médias qui les interviewent, ils demandent à Ringo Starr notamment, ah, vous allez vous séparer, mais non, on s'entend bien. Effectivement, à cette époque-là, il n'y avait pas encore trop de problèmes avec le groupe, mais à partir du moment où ils n'ont plus fait de tournée, la moindre rumeur disait qu'il y avait un problème avec le groupe. Mais pour nous qui ne sommes pas vraiment de cette génération, on ne peut pas vraiment se rendre compte à l'époque vraiment ce qu'on pensait d'eux, s'ils allaient se séparer ou pas. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a connu ça. Et évidemment, après leur séparation, est-ce que vous avez continué à les suivre individuellement ou vous êtes resté focalisé vraiment sur leur carrière? Non, j'ai continué. Et vous avez une préférence? Vous avez suivi plus? Je veux dire, est-ce qu'il y a un des quatre qui vous a plus séduit, ou bien c'est resté égal pour vous? Pour moi, ils sont restés les Beatles, jusqu'au moment où malheureusement Lennon a été assassiné, mais même maintenant, c'est toujours les Beatles resteront toujours, mais oui, j'ai continué à écouter les quatre séparément, oui. Avec l'espérance qu'un jour, jusqu'en 80... Il y a eu ça à un moment donné, parce qu'il y a eu des propositions de la part de grosses machines financières qui étaient prêtes à allonger énormément de dollars pour une reformation, même ne fût-ce que pour un concert ou deux, mais oui, on a gardé l'espoir jusqu'en 80, le fameux 8 décembre 80. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. The death of a man who sang and played the guitar overshadows the news from Poland, Iran, and Washington tonight. Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York. The alleged killer is an unemployed security guard and printer who had lived in Hawaii. News of Lennon's death touched off a wave of shock and mourning around the world. Et puis, oui, ils avaient chacun leur qualité. McCartney était le plus productif. Lennon, c'était un peu plus laborieux, mais ce qu'il a sorti est extraordinaire aussi, dans la simplicité, dans la musicalité, avec des paroles très fortes. Et puis, il y avait l'influence de Yoko, il ne faut pas le nier. Harrison, qui pour moi est un très grand compositeur, et aussi un très grand guitariste, et il a beaucoup de feeling. Il est resté en retrait à cause des deux autres. Il n'a jamais su s'imposer, mais une fois que le groupe a été dissous, il a sorti le fameux All Things Must Pass, qui est un monument, et par après, il y a encore eu de très bonnes choses. Puis il y a eu un creux de la vague, mais enfin ça c'est un peu pour tous les artistes. Ringo Starr, lui, il a toujours trouvé moyen dans le cinéma notamment, il s'est tourné vers le cinéma, il a fait quelques films. Le bois, ça peut produire beaucoup de chaleur, à condition de savoir s'y prendre pour l'allumer. Avec plus ou moins de bonheur, ça c'est encore autre chose, mais il s'est essayé aussi à la composition. Il a sorti des albums qui ne sont pas mauvais, qui sont d'un bon niveau. Il peut se vanter, Ringo Starr, d'avoir sorti l'album le plus Beatles. Je ne sais plus le titre de l'album, je pense que c'est au milieu des années 70. Chaque Beatles ont apporté leur pierre à l'édifice de son album. Oui, c'est un très bon album d'ailleurs. On sent l'influence des autres, il n'y a rien à faire. C'est Ringo, c'est le fameux album Ringo. Et chacun y a été. Il y a Lennon qui a composé, il y a Harrison qui est aussi, et puis il y a McCartney qui a... Mais chacun, de leur côté, malheureusement, ils n'étaient pas ensemble dans le même studio. C'était déjà arrivé du temps des Beatles que chacun travaille séparément et en studio, chacun à leur tour, pour peaufiner une ou l'autre ligne, une phase d'enregistrement, une phase du disque, mais voilà. Là, c'était vraiment c'était un très bon album. Oui, j'aime beaucoup, je l'ai chez moi. Il est super et vraiment, il n'y a pas plus Beatles dans une carrière solo. Ça. Et maintenant, venons-en au Beatles Day. C'est ce qui nous intéresse surtout, c'est savoir les débuts. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, la motivation? Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours là. Et chaque année, il y a de plus en plus de monde.
en plus, avec ce Covid, on en a été privé. Donc j'imagine que cette année, ça va exploser. Ça va. Ben, on espère, oui. Enfin, on espère qu'il y aura cet effet de manque pour le Beatles Day. C'est le 24 septembre prochain. On y travaille évidemment. L'idée, on a été, deux copains et moi, à Liverpool en 87. C'était la première fois que j'allais à Liverpool pour la convention annuelle de Liverpool. Et puis, on est tombé sous le charme de cette convention-là. Puis Liverpool, c'est un endroit que j'adore, c'est une ville que j'adore. Je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. On ressent quelque chose, il y a quelque chose, même si c'est peut-être que dans la tête, mais il y a aussi dans les faits et gestes des gens qui sont là. Il y a une convivialité, c'est une communion aussi. Enfin bon, tout ça pour dire que sur le bateau qui nous ramenait de Liverpool, on a eu l'idée de pourquoi pas faire ça à Mons, pourquoi pas prendre le concept de la convention avec des groupes, avec des invités, et le mettre à la sauce, je ne vais pas dire, à la sauce montoise, à la sauce belge, à la limite à la sauce cardon, sans vouloir. Mais enfin voilà, donc c'était un peu ça. Et puis on a dit oui, pourquoi pas. On a commencé à réunir des gens, à prendre des contacts. Moi, j'aime organiser, j'aime les contacts, j'aime rassembler les gens. Donc c'était bon, je ne dis pas que ça allait de soi, mais enfin bon, le fait de proposer l'idée, ça m'a tout de suite plu. Bon, et la première édition a eu lieu en septembre de l'année d'après, donc en 88. Ça a pris, la sauce a pris très vite. Ça se terminait plus tôt, il n'y avait que 3 groupes, il y avait quand même comme invité deux personnalités prestigieuses, c'est Alan Williams qui était le premier manager des Beatles, donc lui qui a signé les premiers contrats. Avec une voix un peu spéciale, oui, c'est ça. Oui. Et le Bob Wooler qui était le disque jockey de la caverne où les Beatles ont joué 262 fois, je crois. Et lui, il présentait chaque fois le groupe au public de la caverne, quoi. Donc c'était quand même deux personnalités qui avaient connu de près, vraiment de très près, les Beatles à leur début. Et voilà. Donc c'était vraiment... c'était quand même important. Donc là, on était vraiment content d'avoir, avec l'aide d'amis, pouvoir inviter ces deux personnalités-là. Donc ça a démarré comme ça. Puis l'année d'après, ça s'est agrandi tout doucement. C'était au Vauxhall. Et bon, puis le Vauxhall est devenu trop petit. On a dû émigrer. Et on est au loto. On est passé aussi par le théâtre, par la Grand Place sous chapiteau. Enfin, tout ça sont des souvenirs, mais avec chaque fois des personnalités qui sont venues pour parler de leur passion, pour parler des Beatles et pour partager avec le public. Et on a agrémenté aussi d'expositions, de faire venir des groupes évidemment, mais aussi des concerts d'accordéon. On a demandé à des écoles d'accordéon de se produire en accordéon. On a fait une pièce en patois aussi avec des marionnettes créées spécialement pour l'occasion. Ça s'est joué qu'une fois, mais bon, ce sont des marionnettes, comme c'est aussi quelque chose de Montois. Les marionnettes, aussi, ça fait partie de la culture de Mons. On a essayé de rassembler chaque fois des activités originales. Il y a eu des chorales d'enfants, il y a eu des ateliers pour enfants où les enfants venaient dessiner d'après le thème de Yellow Submarine, évidemment, ou d'autres. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais j'ai eu la chance de pouvoir lire un petit peu votre livre, dont j'adore la pochette Helter Skelter. Et il y a une superbe anecdote avec Tony Sheridan, où vous racontez qu'il a bu de la Westmalle jusqu'au matin. Oui, moi aussi d'ailleurs. Et vous avez des anecdotes à nous raconter parce que vous avez aussi vu la sœur de George Harrison. Oui, la sœur de... Oui. Vous avez des anecdotes peut-être à nous raconter
Allez, qu'on l'entend peut-être pas. Enfin, notamment justement avec la sœur d'Harrison, pour moi c'est le meilleur souvenir que j'ai de cette personnalité qui... on l'avait invité, je crois que c'est en 94. Et puis le groupe qu'on avait invité cette année-là a trouvé que la sono n'était pas au top. Donc ils nous ont fait évacuer la salle du Vauxhall complètement. Donc elle était vide et ils ont commencé à répéter pendant des heures et des heures. Mais en attendant, le public s'accumulait dans le bar, dans la cafétéria du Vauxhall. Nous, on ne savait pas quoi faire. Il dit, ou on joue, tu nous laisses faire, ou bien nous, on s'en va. Et puis, voilà, donc la soirée était foutue, quoi. Bon, on ne pouvait pas faire ça. Et pour faire patienter les gens, je me dis, il faut trouver quelque chose. Donc j'ai demandé à deux amis guitaristes qui ne s'étaient jamais vus avant, qui n'avaient jamais joué forcément ensemble avant, de monter. On a mis une table, ils sont montés sur la table. Et ils ont commencé à jouer, et la sœur d'Harrison est arrivée, elle a vu ça, elle est montée sur la table, elle a mis l'ambiance. Ah, magnifique. C'était un merveilleux souvenir. Pendant ce temps-là, à côté, il tapait sur la batterie. C'était... Ben, comme on est dans les confessions, je vais vous en faire une aussi. J'ai participé enfin j'ai assisté à plein de Beatles Day, et mon meilleur souvenir de Beatles Day, bon, j'étais plus jeune, mais c'était pas au Vauxhall, c'était entre une année où vous n'avez pas su faire au Vauxhall, c'était évidemment à Mons, et c'était le chanteur principal, je sais plus son nom, mais vous allez sûrement vous en rappeler, il jouait Lennon, et il était habillé comme le Lennon qui chantait à New York au Madison Square Garden. Et je sais pas, peut-être que j'avais aussi bu trop de Westmalle, mais je m'étais cru vraiment au Madison Square Garden avec John Lennon. Il a fait un concert, mais c'était incroyable, incroyable. Ça c'est vraiment mon meilleur souvenir Beatles Day. Il est revenu d'ailleurs, hein, quelques années après, il est revenu. C'est possible. Vous l'avez encore invité après. C'est Gary Gibson. Mais... Et il vient de Liverpool, hein, c'est ça. Ouais, je me rappelle, génial, vraiment à couper le souffle. Oui, il a donné plein de... Là, il a donné tout ce qu'il pouvait. C'était au casemate. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. J'avais oublié le nom, mais c'est ça. C'était un très, très, très bon souvenir. Oui, il était vraiment... C'était Lennon, avec sa veste, avec la voix, le nez aussi. Il avait tout. Hein, vraiment il manquait Yoko Ono, sinon c'était... Non, mais... et sinon, bon, j'imagine que vous n'avez jamais eu... Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer un jour un membre des Beatles? Non, malheureusement, non. J'ai essayé, mais... c'est compliqué, hein, j'imagine. Et le genre de convention, enfin, comme on fait ici à Mons, comme il en existe beaucoup dans le monde, il y a des conventions comme ça, dans presque tous les pays du monde, sauf en France, il n'y a pas. Mais mais ça ne les intéresse pas, quoi. On pourrait les inviter. On a essayé d'inviter Ringo Starr, on savait où il habitait, on lui a fait un courrier, on a rassemblé des bouquins sur Mons, bon, pour montrer un peu des bouquins touristiques, enfin des beaux livres hein, sur Mons, mais on a été lui déposer dans sa boîte aux lettres par l'intermédiaire d'un service club de Monaco. On sait qu'il a eu la lettre, on sait qu'il y a eu les cadeaux, entre guillemets, mais il n'a jamais répondu. Ah bon? C'était au moment où il a eu une période parano, il était poursuivi par des tas de fantômes. Vous avez invité un Beatles? Oui, on a essayé. Non, vous en avez invité un, Pete Best. Ah oui, Pete Best. Mais j'ai lu dans le livre, Helter Skelter, qu'il était un peu capricieux, il ne voulait pas jouer avec les baguettes. En fait, il n'a pas voulu jouer du tout. Il s'est assis à la batterie, mais bon, on a voulu lui donner des baguettes pour qu'il joue. Bon, on a fait ce que pour le fun, comme ça, n'importe quoi. Mais il n'a pas voulu, quoi, à ce moment-là. Et vous avez votre version de l'invention de Pete Best? Parce que bon, il y en a qui disent que c'est les Beatles eux-mêmes qui n'en voulaient plus, d'autres qui disent que c'est George Martin qui a dit bon, il ne correspond pas, il n'a pas le talent pour jouer. Est-ce qu'il y a une vraie version de ça ou... Il y a encore la version qui dit que Lennon était jaloux ou que McCartney était jaloux parce que Pete Best c'était un beau gosse. Et il y a aussi cette version-là. Alors
faut prendre la plus logique, c'est qu'il ne correspondait pas Oui, parce que au beat que voulait lui donner. Et puis les spécialistes, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la batterie, mais certains spécialistes ont remarqué que lors des sessions des cas du 1er janvier 62, c'était Pete Best, et que là, on peut entendre que, bon, ici il jouait de la batterie, mais que c'était un peu, Ringo Starr a une technique qui est quand même nettement supérieure, même si, je pense que ça, peu de gens le savent, vous devez le savoir, la version de Love Me Do en 45 tours, je ne sais pas c'est qui, mais c'est pas Ringo Starr. Non, c'est Alan White, un autre, un homonyme, hein, c'est pas le gars de Yes, c'est Alan White, mais c'était... Et par contre, la version sur l'album Please Please Me, c'est Ringo Starr. C'est... Tu me suis, quoi. Non, mais c'est ça, quoi. George Martin n'avait pas flashé non plus sur Ringo Starr, et puis il s'est amélioré, puis Ringo Starr... S'il n'y avait pas eu Ringo Starr, il n'y aurait pas eu les Beatles, de toute façon. C'est possible. Et Pete Best, moi je l'ai vu, je lui ai parlé, mais on sent bien qu'il n'avait pas le feeling, il manquait quelque chose. Évidemment, c'est facile de dire ça avec le recul, mais oui, ils sont... Mais même, je pense que, allez, je veux dire, quand on se documente un peu sur les Beatles, période Hambourg, on le remarque aussi, hein. Les Beatles, ils avaient déjà un peu le look Beatles, et lui, il était resté au look rock'n'roll, années 50. On voyait, et puis même sur les photos, je dis pas, mais on voit qu'il est un peu à part. Je ne sais pas s'il aurait pu évoluer tandis que, comme avec vous dites, les autres. Ringo Starr, il a apporté cette petite pierre à l'édifice qui a formé que c'était 4 personnalités complètement différentes, mais qui s'assemblaient, mais d'une façon incroyable. Aussi bien artistiquement que dans l'amitié. Évidemment, à la fin, comme vous avez raconté, ils ont évolué, chacun à leur manière. Et même pour moi, je pense aussi que Alan Klein, ça a été le point final. Hein, oui, c'était un sujet de discorde, ça c'est sûr. Ça a été malheureusement... Parce que McCartney voulait placer son beau-père, et Lennon avait flashé sur... mais Alan Klein, lui, il a ruiné les Stones. Hein, il faut savoir aussi que... Et donc, il y avait aussi il a aussi quelque part, entre guillemets, ruiné les Beatles, mais les Stones sont fait méchamment bluesés par lui. Et donc après ça, ils ont fait Lady B, hein, qui était l'ultime. L'ultime, et vous avez eu la chance de le voir au cinéma à l'époque. Hein. Je suppose que c'était. Je suis resté 2 séances. Ah ouais. Et c'était où? Quel cinéma? Là, j'étais avec un copain et on n'est plus d'accord sur sur le cinéma. C'était à Mons? Pour moi. Et lui, il dit que c'est à Bruxelles, au passage 44, mais... Et à Mons, il y en avait quelques-uns, quoi. Il y avait les galeries. Moi, je pense que c'était aux galeries, mais j'ai dit que j'allais rechercher. On a discuté de ça il y a 3 semaines, gentiment. Mais il faut que je retrouve. J'ai noté ça quelque part et je crois même avoir gardé c'était les calendriers avec les... Pour terminer, on va peut-être parler de l'actualité alors, et du Beatles Day. Vous avez déjà parlé plus ou moins. Le thème, ça sera quoi pour cette année? Get Back. Get Back, oui. Et vous avez déjà quelques groupes anglais qui vont venir? Avec le Brexit, c'est difficile. Là, ça n'a rien arrangé au niveau culturel, au niveau des groupes. Ça, c'est épouvantable. Parce que, enfin, on a un groupe écossais, on a un groupe anglais. Le groupe anglais, il est déjà venu, le groupe écossais n'est jamais venu. Jusqu'à présent, on a deux groupes français qui jouent en reggae, donc les airs des Beatles sont en reggae, les chansons des Beatles sont en reggae, et un groupe féminin, des musiciennes, et qui ont été sélectionnés pour Liverpool pour 2020. Bon, ça ne s'est pas fait forcément à cause des événements, mais... Donc c'est un gage de qualité. Pour être sélectionné à Liverpool, il faut vraiment... parce que sur des groupes du monde entier, mais là, il y en a 50, 60. Là, vous me rappelez de nouveau un très bon souvenir au Vauxhall. C'était un groupe russe. Et la chanteuse, elle était blonde. J'en rêve encore. Il y avait une photo de toi avec elle. Il y a une photo de toi avec elle, possible, et tu voulais pas qu'on la montre.
Hein, c'est possible. Ah, mais c'était un super souvenir. Mais non, mais franchement, elle chantait. Elle me faisait penser à les Zeppelin en Beatles, mais féminin, quoi. Incroyable. Elle a même chanté une chanson de les Zeppelin, je pense, à la fin. Enfin, mais en tout cas, c'était incroyable. Je préfère la chanter, ça, Robert Plant, quand même. Non, mais ça m'a fait de nouveau éveiller un nouveau souvenir. Oui. J'ai des photos. Hein, oh, bah lui aussi. Non, c'est une belle fille. Ouais. Bon, en général, les pays de l'Est, enfin bon. On dérive. Ben voilà, hein, je pense que ce qui est intéressant, c'est savoir d'où vient, comment ça a commencé, que ce soit les Beatles ou même vous. Parce que bon, voilà, le Beatles Day, c'est pas rien. Hein. Moi, je viens de Bruxelles, hein, je suis pas d'ici. Hein, et ça fait depuis les années 90 que je viens au Beatles Day. Oui. Donc, depuis le Vauxhall, quoi. Donc, non, je dirais. En tout cas, ici, c'est une institution. Donc, oui, c'est sûr. Donc nous, quand on a pensé, direct, quand on s'est dit, tiens, on a fait Elvis, maintenant les Beatles, hop, Alain Cardon, hein, on s'est dit, on a pensé à vous, mais direct. Hein. D'ailleurs, on se retrouvera d'ailleurs un peu plus tard au Beatles Day. On ira faire une vidéo. Ça fait des années que tu me promets de venir au Beatles Day, je t'ai encore jamais vu. Hein. On ira pour ça, on fera un petit... Donc ce sera en septembre-octobre, on demandera à Alain Cardon et on y sera. On vous donne rendez-vous au Beatles Day de Mons pour rencontrer Alain Cardon, encore une fois. Voilà, j'espère que vous vous abonnerez, j'espère que vous likerez la vidéo et j'espère qu'on se reverra au Beatles Day ou ailleurs. Et surtout, si vous avez des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas. Franchement, il n'y a aucun souci, je ne suis pas rancunier comme il le dit. Pas de souci. Je ne suis pas sûr. Mais... Non, vous inquiétez pas. Je me méfierais à votre place. Mais... Non, allez-y. Allez-y. À bientôt.